Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud et porte-parole des loyalistes. Bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'accepter notre invitation pour revenir sur le déplacement de Jean-François Carenco, le ministre délégué chargé des Outre-mer, est parti il y a quelques instants à la mi-journée au terme de 5 jours de visite. Globalement à chaud, c'est une visite plutôt positive ou non? Plutôt positive. Plutôt positive. Positive d'abord parce que c'est la première visite ministérielle qu'on a depuis les élections présidentielles, législatives et donc l'installation du nouveau gouvernement. Et qu'elle avait été reportée à au moins 2 reprises? Elle avait été reportée, mais elle s'est tenue et ça c'est important. Positive dans le contexte qui est le nôtre, avec des difficultés à dialoguer entre indépendantistes et loyalistes. Et on a un ministre qui repart, qui je dirais a fait le job, puisqu'il a annoncé que les partenaires non indépendantistes, les loyalistes donc, et les indépendantistes se retrouveraient à Paris pour le début des discussions. Alors ça avait pourtant mal commencé, on s'en souvient dès le premier soir. Jean-François Carenco a remis en cause le calendrier du référendum de projet prévu à l'origine en juin 2023. Quelques jours avant, les loyalistes, votre mouvement en avait pourtant fait un préalable. Vous aviez affirmé que le calendrier devait être respecté. Vous demandiez même l'organisation avant le 30 juin 2023 du référendum de projet. Comment un tel couac a-t-il été possible ? Je ne sais pas si c'est une maladresse ou un malentendu. C'est sûr que ça nous a mis de mauvaise humeur assez rapidement. Quand vous faites un communiqué de presse que vous sortez à 6 heures du matin, c'est que vous n'avez pas bien dormi. Ce qui compte, c'est que après les choses, elles aient été clarifiées. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit clair. C'est pas nous qui avons inventé le référendum de projet et la date. C'est ce qui a été issu du groupe de travail en mois de fin mai, début juin 2021 à Paris. Il y avait ce qu'on appelle une déclaration commune entre l'Union calédonienne et les loyalistes, dans laquelle on s'engageait sur ce calendrier validé par le président de la République. Donc nous, on considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison de décaler le calendrier. Certes, on a perdu du temps, mais il faut maintenir cet objectif pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'il manque de perspectives, et pour une fois qu'on nous donne des perspectives, ça fait 30 ans qu'on nous fait attendre, là on nous donnait enfin une perspective, donc c'était important de la conserver, et surtout que la Nouvelle-Calédonie, elle se meurt aujourd'hui, elle se vide, l'économie est compliquée, parce que les gens ont besoin de stabilité, ont besoin d'avoir une visibilité sur ce qui va se passer plus tard, et ce calendrier le permettait. Donc c'est important de garder cet objectif-là. Oui, alors vous le disiez, vous aviez publié un communiqué dès 6 heures le matin. Ce calendrier n'est pas une option, mais un engagement de l'État qui ne peut être remis en cause. Vous attendiez des clarifications rapides de la part du ministre. Vous les avez eues finalement? Oui, parce Il que s'est exprimé, mais vous l'avez rencontré, vous avez pu lui en parler directement? Ah oui, ce qu'on a écrit dans le communiqué, on a pu lui dire en face à face. Je vais rappeler pour nous l'importance. Nous, notre position, elle est simple. Il y a un calendrier, il faut s'y tenir. Ça peut déraper. On peut aller plus loin dans le temps. Mais on peut aller plus loin dans le temps si on se rend compte qu'au mois de juin 2023, on est dans les négociations et qu'on n'est pas encore complètement calé et qu'on a besoin de quelques semaines de plus. Voilà, la date de juin 2023 pour vous aujourd'hui, c'est plus forcément une date ultime. Ça doit être un objectif. Ça doit être reste un l'objectif. objectif. Il faut se fixer des objectifs dans la vie et tout faire pour y parvenir. Mais si au mois de juin, on se rend compte qu'on a besoin d'encore un peu plus de temps, les Calédoniens ne nous en voudront pas de prendre quelques semaines de plus pour les stabiliser pour des décennies. Par contre, si on nous demande de plus de temps et que chacun boude de son côté, ça, c'est pas possible. C'est dans ce sens-là qu'elle est notre intervention. C'est-à-dire que soit il y a des négociations et on avance, soit il n'y en a pas et il n'y a pas de raison de décaler le calendrier. Dans ce cas-là, c'est des élections provinciales qui sont organisées en 2024 avec un corps électoral ouvert. Alors, vous avez le ministre des Outre-mer a lui un peu balayé cette polémique. Il a déclaré que le référendum consensuel était une évidence. Donc sur ce point-là, vous êtes d'accord avec lui et vous êtes mis d'accord sur cette date évolutive. Ça a été juste un problème de communication entre vous? Oui, je pense que ça a été un couac au début de communication ou de maladresse ou d'incompréhension. Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est qu'après, il a été clair. Il a été clair sur le fait qu'il allait avoir ce référendum qui allait rassembler les Calédoniens, comme on avait eu en 98. Il a été clair sur le fait qu'on ne nous posera pas la question de savoir si on veut l'indépendance ou pas. Ça, c'est réglé. Les Calédoniens ont dit qu'ils voulaient rester français. Il a été clair sur le fait que le résultat, le choix des Calédoniens sera
sera respecté et qu'il nous faut aujourd'hui construire un projet d'avenir. Ce que nous on appelle référendum de projet, lui il l'appelle un référendum, une consultation, un référendum d'avenir et de stabilité. Il parle de référendum consensuel et d'avenir. Donc, mais nous, ça nous va très bien. C'est ce dont les Calédoniens ont besoin aujourd'hui et c'est ce qu'ils attendent de leur leader politique. Alors on a remarqué quand même que Calédonie Ensemble avait réagi aussi un peu plus tard que vous et sur un tout autre ton, hein, en soutenant en responsabilité l'action engagée par Jean-François Carenco au nom du gouvernement de la République. Calédonie Ensemble qui disait dans ce communiqué que bien sûr la date de juin 2023 ne pouvait pas être retenue et que c'est ce qu'ils avaient toujours dit. Ça veut dire qu'ils soutiennent plus le gouvernement que vous, ils sont plus macronistes que vous? Non, je pense qu'ils sont moins ambitieux. Enfin, soit on a une ambition pour la Nouvelle-Calédonie et on ouvre les yeux sur ce qu'est la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qu'elle est en difficulté financière, économique, sociale et qu'on veut en sortir vite, soit on fait des formules un peu plus molles en espérant que la fermeté des autres nous amène dans un agenda. Vous disiez aussi que la Calédonie se meurt, vous nous le répétiez, de l'absence de perspective, de visibilité. Le ministre, lui, il l'a répété à plusieurs reprises ces derniers jours, qu'il faut prendre du temps. Alors il dit à la fois il faut prendre du temps, mais pas trop de temps, il faut aller vite, mais prendre son temps. Vous vous retrouvez dans cette perspective, vous comprenez ce qu'il veut dire? Quand il dit il faut aller vite et prendre son temps, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il faut avancer vite parce qu'on a la situation de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas bonne et il a utilisé ces mots-là. Il a dit que la situation de la Nouvelle-Calédonie n'est pas bonne, mais on ne peut pas non plus perdre des années. C'est-à-dire que la discussion, elle doit avancer, elle doit nous faire progresser. L'objectif aujourd'hui, c'est d'être capable de développer un projet de société de développement pour la Nouvelle-Calédonie, d'amélioration encore des conditions de vie des Calédoniens, mais pas mettre 50 ans pour le faire. S'il y a des bilatérales, les bilatérales ne sont pas là pour jouer la montre, les bilatérales sont là pour faire avancer les dossiers, ce sont des espaces de discussion. C'est ça qu'il a voulu dire, et là-dessus, on se retrouve encore une fois, il faut enclencher ces discussions et il faut se fixer des objectifs. Si on ne se fixe pas des objectifs, en Nouvelle-Calédonie, on a tendance à tout faire au dernier moment ou à prendre notre temps. La Nouvelle-Calédonie ne peut plus se permettre aujourd'hui de perdre du temps. Un autre de vos objectifs ou une autre de vos revendications, c'est l'organisation d'élections provinciales avec un corps électoral totalement rouvert, les élections provinciales de 2024. Hein. Sur ce point, vous n'avez pas vraiment eu de garantie. Le ministre est resté très prudent quand on l'interroge sur le corps électoral. Alors, en fait, notre position, elle est, s'il n'y a pas d'avancée, s'il n'y a pas de nouvel accord, de nouveaux statuts, appelons ça comme on veut, en 2023, il y aura des élections provinciales en 2024. Et ces élections provinciales ne pourront plus se tenir avec le corps électoral gelé qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le corps électoral gelé était accepté par le Conseil d'État, accepté par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on était dans une disposition transitoire, une durée limitée, celle de l'accord de Nouméa. On en est sorti. La période référendaire tourne la page de l'accord de Nouméa. Donc ce qu'on dit, c'est que s'il n'y a pas d'accord, il y a des élections provinciales traditionnelles avec un corps électoral ouvert. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de trouver ce nouveau statut qui est d'abord basé sur le développement de la Nouvelle-Calédonie. Comment on développe la Nouvelle-Calédonie, comment on améliore, comment on met en place un volet économique, social, environnemental de développement de la Nouvelle-Calédonie. Et après, on aura la capacité de trouver le cadre juridique qui permet l'évolution de cette Nouvelle-Calédonie. Parce que ce corps électoral, ça reste quand même un point de blocage pour les indépendantistes. J'imagine que le ministre a dû leur en parler aussi. Pour l'instant, il n'y a pas d'évolution sur cet aspect-là. Mais c'est un point de blocage également pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui entre les indépendantistes et les loyalistes, mais il devrait y en avoir un demain. Donc, encore une fois, pourquoi je considère que ce déplacement est positif, même si on pouvait avoir des doutes au début, il est positif parce qu'on a un chemin. On n'en avait pas jusque-là, on tournait en rang là, ces dernières semaines. Aujourd'hui, on a un chemin. Alors, il va être long, il va être parsemé d'embûches. Le corps électoral est une embûche importante, mais on a un chemin. Et ça, c'est bien. Alors, le chemin, justement, Jean-François Carenco, avant son départ, a annoncé, en gros, mission accomplie. Il a renoué les fils du dialogue. Tout le monde a accepté de se rendre à Paris, aussi bien les indépendantistes que les loyalistes. Il espère que ce sera dès octobre. C'est très rapide. Vous croyez que ce calendrier, là, pour le coup, va être tenu ? Je l'espère bien. Il faut qu'il soit confirmé par nos partenaires indépendantistes. Nous, en tout cas, au nom des loyalistes, on a dit qu'on s'inscrivait dans cette démarche. Et quand on sera convoqué, on ira.
qu'il y aura une partie des discussions de lancement qui se feront à Paris, mais une partie également importante qui se fera à Nouméa. Et ça, c'est quelque chose de bien parce que ça nous permet d'associer la société civile, les experts dans chacun des domaines qui devront être développés. Et donc, aujourd'hui, c'est cette partie qui est positive. Ça ne veut pas dire que pour arriver à ça, on laisse pour autant de côté notre base, le socle que l'on porte. On parlait du corps électoral il y a un désaccord aujourd'hui, comme il y a un désaccord sur le financement des collectivités, qui, nous, on considère également que la décolonisation, elle se fait au sein de la République française. Donc voilà, avec les indépendantistes, il y a encore des désaccords sur le financement des collectivités, la clé de répartition. Il y a encore tout un tas de désaccords. Mais encore une fois, on s'engage dans un chemin et l'objectif final, au-delà de l'espace-temps, c'est de trouver un projet qui permette de développer la Nouvelle-Calédonie et qui, pour nous, respecte la volonté exprimée majoritairement des Calédoniens de rester au sein de la République française. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas entendre les revendications indépendantistes, c'est-à-dire qu'on doit prendre en compte ce que veulent les Calédoniens majoritairement et essayer de comprendre ce que veulent les indépendantistes également. Qu'est-ce qui a convaincu, selon vous, les indépendantistes? Alors, le ministre parle aussi là, de bilatéral dans un premier temps, mais ils étaient très fermés à toute discussion. Il a passé beaucoup de temps avec eux. Qu'est-ce qui a pu les convaincre de se remettre autour de la table? C'était une porte de sortie pour eux? Ils en avaient besoin? Je pense qu'il y a la personnalité du ministre, son histoire avec la Nouvelle-Calédonie, même si dans les loyalistes, aujourd'hui, on le regarde quand il arrive avec méfiance, pas suspicion, mais en tout cas méfiance pour un certain nombre. Je pense qu'il a fait le job dans la démarche. Il y avait besoin de recréer un lien avec les indépendantistes. Je pense qu'eux, ils étaient également dans l'attente. Moi, j'ai toujours considéré que la position dans laquelle ils s'étaient mis était dangereuse, dans le sens qu'il fallait leur proposer comme une porte de sortie honorable. C'est pas à moi de le faire. Quand je dis ça, c'est à l'État. Et que là-dessus, le ministre de l'Outre-mer a fait le boulot. Et encore une fois, chacun garde ses convictions, mais les convictions, si vous les gardez tout seul et que vous ne les exprimez pas, ça ne peut pas avancer. Et on a besoin aujourd'hui de pouvoir les exprimer et les Calédoniens attendent de nous d'être capables de dialoguer et de leur donner des perspectives. Cette formule à Paris bilatérale puis trilatérale, ça vous convient? C'était quand même une revendication forte des indépendantistes d'avoir une bilatérale avec l'État. Oui, mais encore une fois, là également, nous, on n'est pas contre les bilatérales. On a toujours dit, on n'a pas de problème avec les bilatérales. Et on en veut également, nous, des bilatérales. À deux conditions. La première, c'est que ce soit un groupe de discussion et pas de négociation, et encore moins de concessions, que les négociations, elles se font à trois. Et la deuxième chose, c'est que la bilatérale, elle est là en étape zéro des discussions qui viennent. C'est-à-dire que c'est un préalable, ok, certes, mais qu'à partir du moment où les bilatérales sont mises en place, il y a un engagement des indépendantistes pour se retrouver tous, les indépendantistes, l'État et les loyalistes, autour de la table. C'est ça les deux conditions qu'on a définies. Mais nous aussi, on a des choses à dire au ministre. On les a réaffirmées. On avait fait une conférence de presse avant pour expliquer l'ensemble des valeurs qui étaient les nôtres, celles des Calédoniens qui ont voté non à l'indépendance. Et on les a portées quand il était là. Et on continuera à porter dans les semaines et dans les mois qui viennent jusqu'à temps qu'on trouve une solution avec les indépendantistes. Autre innovation, autre proposition de Jean-François Carenco, le remplacement du comité des signataires par un comité des partenaires, ou comité des partenaires pour l'avenir. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre de côté le comité des signataires? Comment vous l'interprétez? C'est que l'accord de Nouméa est vraiment fini, on en prend acte, les signataires ne sont plus forcément autour de la table? Ou est-ce que les signataires font partie du comité des partenaires? Quelle va être sa composition? Je trouve que c'est une bonne chose. Le comité des signataires, il a été voulu par l'accord de Nouméa. C'est, je dirais, l'outil de pilotage de l'accord de Nouméa. À partir du moment où on considère que l'accord de Nouméa est fini, son outil de pilotage n'a plus de raison d'être. Et c'est prévu dans l'accord de Nouméa, puisque dans l'accord de Nouméa, il est écrit que en cas de de 3 fois non à l'indépendance, les partenaires se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée. Donc c'est pas illogique finalement d'avoir un comité des partenaires, puisque ce que prévoit l'accord de Nouméa, c'est qu'on se retrouve. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Il y aura un format différent. Mais encore une fois, pour qu'il y ait des perspectives pour les Calédoniens, vous savez, pour avoir des perspectives, il faut deux choses. Il faut une méthode
et un calendrier. La méthode, elle nous a été présentée, proposée par le ministre. Elle n'est pas encore validée, hein. Chacun doit travailler de son côté et essayer de faire des propositions pour l'améliorer. Et il y a eu un calendrier. Donc à partir du moment où on a les deux, méthode et calendrier, on commence à avoir des perspectives. Et encore une fois, c'est ce qu'attendent les Calédoniens. Il reste encore un certain nombre de questions, et notamment quels seront les thèmes de ces discussions. Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table? Est-ce que vous allez parler directement d'un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, d'un statut définitif de la Nouvelle-Calédonie, d'un nouvel accord? Comment est-ce que vous voyez les choses? À quoi doivent aboutir ces discussions et comment elles peuvent se dérouler? Il ne faut pas donner de nom tout de suite. Il ne faut pas s'enfermer dans un nom, que ce soit un statut, un nouvel accord ou une nouvelle solution. Ou, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ce soit consensuel et que ce ne soit pas quelque chose de limité dans le temps. Ouais, on a eu les accords de Matignon-Dignaud, 10 ans, l'accord de Nouméa qui devait durer 20 ans. Il faut sortir de cette logique d'être encadré, d'avoir une date butoir, finalement de refiler la patate chaude aux générations qui viennent. Donc on veut un statut définitif au sein de la République française. Et c'est ça qui est important pour nous. Et donc la méthode de discussion doit permettre d'arriver à ça. Mais le statut, pour moi, c'est un des éléments. Mais ce n'est pas l'élément majeur. Ce qui compte, c'est vraiment comment on définit aujourd'hui une méthode de développement de la Nouvelle-Calédonie. On voit bien aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, ok, elle se vide. On a moins de consommateurs, on a moins de recettes fiscales, il y en a des collectivités qui sont de plus en plus en difficulté pour exercer, je dirais, leurs compétences auprès de la population, donc pour permettre à la population de progresser. Donc il faut qu'on arrive à bâtir un nouveau statut qui prenne en compte ça, comment aujourd'hui on améliore notre qualité d'enseignement, notre qualité de soins, nos services à la population, comment on permet à la Nouvelle-Calédonie de se développer en interne, mais également à l'extérieur. Comment on permet à d'autres personnes qui sont ailleurs dans le monde de pouvoir venir investir en Nouvelle-Calédonie pour nous aider à progresser. Comment peut la Nouvelle-Calédonie de demain être le porte-avions de la politique économique étrangère de la France dans le Pacifique? C'est à toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir. Et une fois qu'on aura avancé, qu'on aura trouvé des solutions pour chacun de ces points, on trouvera, je dirais quasiment de manière naturelle, le statut juridique qui nous permet d'évoluer. Donc voilà, c'est un projet de développement et un statut juridique qui permet de l'encadrer. C'est dans ce sens-là que les choses vont se faire. C'est pas, on a l'habitude de penser que c'est d'abord le statut, d'abord l'avenir institutionnel, les nouvelles institutions qui doivent être réglées avant de s'attaquer à tous les autres problèmes. Vous pensez que ça va se faire en sens inverse? Moi, je suis convaincu, mais c'est également le sens des discussions qu'on a eues. Notre objectif, c'est le progrès des populations. Et donc, aujourd'hui, on doit trouver les solutions pour le progrès, pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Et une fois qu'on les esquisse, qu'on les imagine, on se dit quel statut juridique nous peut mieux le permettre de le développer. En respectant, encore une fois, et ça je suis très attaché à ça, en respectant ce que la majorité des Calédoniens ont voulu, rester au sein de la République française. Mais c'est le sens également de l'ONU, je n'arrête pas de le dire. L'ONU, quand elle parle de décolonisation, ne dit pas que la décolonisation mène forcément à l'indépendance ou à l'indépendance association. Ce sont des pistes, ce sont des possibilités, mais l'autre possibilité, c'est d'acter que la décolonisation se fasse au sein de la République. Et aujourd'hui, la République, elle est là pour nous accompagner, pour nous aider à se développer, pour nous faire progresser, elle n'est pas là pour nous diriger. Mais quand on entend les indépendantistes, c'était le cas de Jean-Pierre Diaoué, de Roch Huitan également il y a quelques jours, sembler être d'accord aujourd'hui pour rechercher une solution définitive qui puisse mettre d'accord les deux camps. Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre au goût du jour l'indépendance association, l'indépendance avec partenariat, ce qu'on appelle la troisième voie également? Est-ce que c'est pas un risque que ces discussions aboutissent à une solution de ce type-là finalement? Mais les Calédoniens ne veulent pas de ça. L'indépendance association, quand les Calédoniens ils ont dit non à l'indépendance, mais ils ont dit non à l'indépendance association et non à toute forme d'indépendance. Donc encore une fois, et je trouve qu'il a été clair, le ministre là-dessus, il a dit que la Nouvelle-Calédonie, c'était la France aujourd'hui. Mais c'est la France de Nouvelle-Calédonie avec nos différences. On est Calédonien et on doit être fier d'être Calédonien. On doit aujourd'hui s'attacher à développer une vraie identité tout en étant fier d'être français. Pour moi, c'est pas deux choses qui doivent s'opposer, c'est deux choses qui sont complémentaires. C'est ça qui me permet d'être bien tous les matins. C'est parce que je suis fier d'être Calédonien et fier d'être français. Et le projet de société qu'on doit porter, il doit aller dans ce sens-là. Alors bien sûr que certains voudront plus facilement nous emmener vers l'indépendance association, mais c'est pas le mandat qu'on a eu nous de la part des Calédoniens. On a dit qu'on défendrait les Calédoniens qui se sont exprimés sur le non à l'indépendance. Et encore une fois,
On est français aujourd'hui pas parce que les indépendantistes ont boycotté le troisième référendum, on est français parce que la majorité des Calédoniens souhaitent rester au sein de la République française. Et nous, moi je suis convaincu, on est convaincus les loyalistes que c'est ce qu'il y a de mieux pour toute la population calédonienne. Toute la population calédonienne, y compris la population kanak qui est aujourd'hui majoritairement indépendantiste. Mais alors, qu'est-ce que vous allez mettre sur la table? Puisque maintenant, bon, ça y est, si on en croit Jean-François Carenco, la machine est dégrippée. Vous allez vous retrouver peut-être le mois prochain à Paris. Vous allez venir avec quoi, vous, les loyalistes? Vous avez un projet de société, vous avez un projet de statut. Il y a des embryons, vous en parlez entre vous. On a un peu de peine à s'y retrouver. Et est-ce que vous arrivez à parler d'une seule voix entre vos différentes, les loyalistes, la Confédération loyaliste ensemble, Calédonie ensemble, le Rassemblement? Est-ce que vous allez arriver à parler tous ensemble? Alors, d'abord, on n'a pas le choix d'y arriver, mais ce qui est positif aujourd'hui, c'est que on arrive à recréer ce dialogue. Quand vous avez des échéances électorales, hein, des élections comme législatives, ça crée toujours des tensions. Ce qui est important, c'est après d'être capable de se rassembler sur l'essentiel. Et ça, on arrive à faire ces liens. On a eu, pour préparer la visite du ministre des Outre-mer, on a eu des échanges entre nous, les loyalistes, avec Calédonie Ensemble, avec le Rassemblement. Et on a convenu que pour aller à cette nouvelle instance de dialogue, je ne sais pas s'il s'appellera comité des partenaires, mais pour aller à cette nouvelle instance de dialogue, il faudra qu'on sera coordonnés. Et ce discours, nous, on l'a au sein des loyalistes, mais j'ai également entendu Thierry Santa, Virginie Ruffnac le dire. Quand on a travaillé sur le cahier des charges, de l'audit de la décolonisation, mais également du bilan de l'accord de Nouméa, on a travaillé l'ensemble des non-indépendantistes, Calédonie Ensemble, les loyalistes et le Rassemblement ensemble, pour avoir une position commune sur ce qu'on attendait de ce cahier des charges. Et ça, c'est important. Les Calédoniens, ils attendent des perspectives, mais ils attendent de nous qu'on prenne nos responsabilités et qu'on soit, je dirais, lucide sur le fait qu'on a besoin d'être unis pour porter une seule voix en face des indépendantistes et en face de l'État. Vous êtes d'accord également déjà sur la forme que pourrait prendre le nouveau statut, sur la répartition des compétences entre les collectivités, c'est des points qui font consensus déjà entre vous, ou il faut encore que vous retravailliez? Il y a des points de convergence et il y a des points de divergence. Je considère qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur les points de convergence et sur l'essentiel. Et il ne faut pas prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on a tendance, et vous l'avez dit tout à l'heure, à vouloir parler de solutions institutionnelles, de statut juridique, avant de dire ce qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie. Et je suis convaincu que l'ensemble des non-indépendantistes veulent le même axe de développement, le même progrès social pour l'ensemble des populations calédoniennes. Donc c'est là-dessus qu'on doit avancer, c'est ce projet qu'on doit porter, et naturellement, au fur et à mesure des discussions, le statut juridique qui permet le mieux de développer le projet ambitieux qu'on a pour la Nouvelle-Calédonie se dessinera. Avec le ministre, est-ce que vous avez pu parler également justement des autres problèmes que ceux de l'avenir institutionnel? On pense aux problèmes de santé, aux problèmes financiers, aux problèmes de nickel. Et est-ce qu'il vous a assuré la présence, l'aide de l'État, la présence de l'État auprès de la Calédonie pour l'aider à surmonter ces différents dossiers? Oui, il nous a rappelé qu'on était des Français et que dans ce cadre-là, la solidarité nationale continuera à s'exprimer au même titre que l'ensemble des Français de métropole ou d'outre-mer. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. François, le ministre est très attaché aux énergies renouvelables. Donc, on a pu parler de l'évolution du nickel vers un nickel vert qui est de plus en plus demandé par ceux qui vont utiliser le nickel. Mais par sa personnalité un peu humaniste, on a pu aborder également la nécessité, par exemple quand on l'a reçu avec Philippe Blaise au sein de la province sud, de nos problématiques provinciales et des outils qu'on mettait en place pour faire en sorte que l'école de la République soit un ascenseur social, pour faire en sorte qu'on ait une résorption des squats en 25 ans, pour faire en sorte qu'on puisse trouver, ne plus avoir de déserts médicaux, mais trouver des solutions techniques simples pour permettre d'avoir des médecins qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Donc on a pu aborder également l'ensemble de ces points-là. Parce qu'encore une fois, si on ne parle que de solutions institutionnelles et qu'on ne s'attache pas au progrès de vie des Calédoniens, on loupera forcément quelque chose. On aura un projet où on se sera fait plaisir et on aura oublié la population calédonienne. Il faut recentrer le débat qui est comment on développe. Et développer, c'est développer le niveau de vie, améliorer le niveau de vie des populations. Il vous a dit que la province sud était bien gérée. C'est quelque chose
qui vous a fait plaisir? Oui, j'avais pas de doute à ce niveau-là, mais oui, on a pu lui dire que c'était une belle collectivité et il s'est rendu compte. Vous savez, la première chose qu'on lui a dit, c'est vous avez, parce qu'il était là il y a 30 ans, vous avez été à l'origine de la mise en place des provinces, mais les provinces que vous avez connues il y a 30 ans et celles d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. La collectivité reste la même, mais son développement n'est plus du tout le même. Et on a pu lui faire état de tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Alors bien sûr que c'est pas parfait, mais il y a quand même en Nouvelle-Calédonie eu un gros développement ces 30 dernières années. Il y a encore beaucoup à faire. Je le disais tout à l'heure, le chemin, il va être lent. On a encore beaucoup d'embûches, mais il a été, je dirais, c'est rassurant quand on a un regard extérieur qui est optimiste, qui nous dit vous avez fait des progrès et n'oubliez pas que vous avez fait des progrès. Dans un autre domaine, une question tout de même qui se pose ces dernières années, c'était le dossier calédonien a été géré à Matignon, ce qu'on disait généralement. Sébastien Lecornu a eu l'air de prendre les choses en main, lui. Et aujourd'hui, c'est qui? Parce qu'on a tout dit. On a dit c'est le président de la République, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre en charge des Outre-mer. Au lendemain de cette visite, quelques heures après le départ de Jean-François Carenco, qui est-ce qui gère le dossier calédonien à Paris? C'est une équipe, hein, apparemment, en tout cas, qui a l'air de fonctionner. Parce que nous, on a un ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, et on a un ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Darmanin. Donc ce qui nous a été présenté, c'est que le rôle du ministre délégué des Outre-mer, c'est de recréer ce lien, de recréer une dynamique pour que les partenaires calédoniens se remettent à discuter et à regarder dans la même direction. Le rôle du ministre de l'Intérieur, ça sera de nous accompagner, de nous guider sur chemin. Quand je nous dis guider, c'est pas de nous imposer une direction, mais d'être à nos côtés quand on en aura besoin. Et puis le président de la République regarde ça de près. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose, ce fonctionnement. Il peut être compliqué parfois, mais c'est bien que le ministre de l'Intérieur s'occupe également du dossier calédonien. On peut attendre d'autres visites de personnalités, d'ailleurs, de celles que vous venez de citer dans les prochaines semaines? Oui, et ce que je veux préciser, c'est que et c'est important de souligner, il y a un ministre qui est venu, ministre des Outre-mer, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec son équipe, mais il est venu également avec le chargé de mission, le chargé de l'Outre-mer, chargé du dossier calédonien du président de la République. Il est venu avec le chargé de mission de la Nouvelle-Calédonie, de la Première ministre et de la directrice de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, qui est également ministre des Outre-mer. Donc vous voyez, il n'est pas venu seul, c'est vraiment le ministre, enfin le président de la République, la Première ministre et le ministre de l'Intérieur qui étaient représentés, et ils nous ont envoyé leurs plus proches collaborateurs, ceux qui suivent le dossier calédonien au jour le jour. Et c'est important parce que ce sont des nouveaux ministres, et c'est important qu'il y ait, alors pour François de Kérévert, qui est le conseiller spécial auprès du président de la République, l'était déjà dans la précédente mandature, donc on a pu conserver ce lien et créer de nouveaux liens. Hein. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des forces politiques calédoniennes avec les nouvelles équipes. Et ça, c'est important. C'est également un signe que tout le monde s'engage dans le suivi du dossier calédonien. On a parfois l'impression d'être abandonné, parfois l'impression d'être le centre du monde. La réalité, c'est qu'à l'autre bout du monde, à Paris, il y a des gens qui sont conscients qu'on existe et du rôle qui est le leur pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de s'épanouir. Pour conclure, vous êtes rassurés, les Calédoniens peuvent être rassurés au lendemain de cette visite qui a parfois un peu surpris ou désarçonné les Calédoniens? Oui, je suis rassuré parce qu'encore une fois, on tournait en rang depuis quelques semaines et que là, enfin, on nous a indiqué un chemin, encore une fois, qui va être compliqué, mais on a un chemin. Il faut que chacun des acteurs confirme ce qu'il a dit au ministre, c'est-à-dire confirme sa volonté de commencer les discussions d'abord par des bilatérales et après ensemble, et confirme une méthode et un calendrier. Mais moi, j'y crois parce que c'est une attente des Calédoniens. Donc oui, je suis optimiste. Et encore une fois, c'est les perspectives qui comptent. La Nouvelle-Calédonie, c'est un super pays. Moi, je ne me vois pas vivre ailleurs, mais on a besoin de perspectives pour continuer à le développer. Et là, on en a enfin, alors qu'on avait l'impression d'être un peu dans le flou ces dernières semaines. Gilles Brial, porte-parole des loyalistes, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci. La fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et dans un instant, il sera disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.